Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Alexis Minkela, le fondateur de Tribu Indé et l'auteur du livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, paru chez Erol. L'occasion de parler reconversion et freelancing. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alexis. Hello, hello. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler du freelancing, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et raconter un petit peu ton parcours, voilà, comment tu en es venu à créer ton activité à toi? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans, j'habite à Rennes aujourd'hui et effectivement, moi je suis freelance depuis 5 ans. J'ai commencé le freelancing quand j'étais étudiant. J'ai fait ça un petit peu pour arrondir mes fins de mois. Je voulais pas forcément travailler dans une boutique ou dans une boulangerie, donc je me suis dit peut-être que je peux monétiser les quelques compétences que je commençais à développer. Et puis ensuite, moi à la fin de mon école de commerce, je suis parti plutôt dans l'écosystème startup. J'ai rejoint une première boîte en fin d'études, puis un petit peu en freelance qui s'appelle Toucan Toco, une boîte assez tech. Et j'insiste sur ça parce que ça permet ensuite de comprendre un peu mieux le parcours. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour une plateforme de freelance qui s'appelle Crème de la Crème, qui était à l'époque venu me chercher alors que j'étais encore étudiant pour justement ces doubles casquettes où je connaissais déjà un peu le milieu du freelancing puisque j'avais déjà fait quelques missions en freelance et puis j'avais quelques compétences de rédaction puisque à la même époque où je me lance en freelance lorsque j'étais étudiant, je commençais déjà à écrire un peu sur Internet sur une plateforme qui s'appelle Medium qui a toujours été créée par le fondateur de Twitter, qui était une sorte de plateforme de blog pour des gens qui sont pas très tech et qui connaissent pas grand-chose à l'aspect comment je crée un blog, etc. Donc je fais ça pendant 1 an chez Crème de la Crème. Et donc là, j'étais responsable du contenu chez eux, à la fois côté entreprise pour évangéliser un peu le freelancing auprès des entreprises et aussi pour accompagner les freelances. Comment est-ce que je me vends, qu'est-ce que je raconte, c'est quoi mon positionnement, quelles sont mes offres. Et puis, fin 2018, je me dis, OK, c'est chouette d'être dans un projet collectif, c'est sympa, etc. Mais j'avais quand même l'impression un peu de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment aussi pour moi de prendre mon envol et de mettre aussi, de sortir un peu de ma zone de confort et de me mettre un peu en danger. Je mets des gros guillemets sur danger parce qu'il y a finalement, après coup, assez peu de risques. Mais voilà, de me lancer à temps plein et de faire du freelancing ma source première de revenus. Et donc, c'est comme ça que, tu vois, début 2019, ça faisait déjà 2 ans que j'étais freelance, un peu en side project, tu vois, le soir et le week-end. Janvier 2019, je commence à travailler depuis chez moi pour des clients. Donc, je fais ça 3-4 mois. Le temps de retrouver un peu le niveau de salaire que j'avais lorsque j'étais salarié, c'était un de mes premiers objectifs. Et puis, une fois que j'atteins ce premier palier, tu vois, à l'époque, j'étais autour de 2 500 € par mois. Je me dis, OK, je sens que je commence à avoir un premier plafond de verre où je me dis, OK, comment est-ce que je peux aller chercher un peu plus loin? Tu vois, même en termes de propositions, de maturité de client, etc. Je sens qu'il faut que j'aille un petit peu voir ailleurs. Et donc, c'est à ce moment-là que je crée Tribu Indé, qui commence par un podcast dans lequel je vais interviewer des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi sur l'aventure freelance. Et puis, d'un podcast, on est passé sur un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Et puis ensuite, il y a une newsletter, et puis un compte Insta, des posts LinkedIn, des conférences. Et puis aujourd'hui, un bootcamp pour, à mon tour, aider les indépendants à développer leur business, à structurer leur processus, et puis à apprendre à se vendre aussi, qui est une des grosses peurs quand on se lance. Donc voilà, aujourd'hui, 90% de mon temps est dédié à Tribu Indé, qui est un écosystème global pour les indépendants. Et puis 10%, je continue de prendre quelques missions freelance, du coup des missions un peu plus premium, où j'ai le luxe de choisir vraiment les clients et les projets avec lesquels j'ai envie de travailler. Super, un chouette parcours pour un si jeune homme. On va commencer par une question hyper basique, mais finalement, c'est quoi un freelance? Vaste question. Je me rends compte que plus j'avance, plus chacun a sa propre définition. Pour moi, un freelance, si on prend vraiment la définition basico-basique, selon moi, c'est une personne qui a des compétences, notamment des compétences intellectuelles. Ça peut être du marketing, du design, de la gestion de projet, de l'UX, du développement web, etc.
et qui met à disposition ces compétences-là pour répondre à des problématiques identifiées chez ses clients et pour lesquelles tu vas les accompagner sur une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, tu échanges tes compétences et ton temps contre l'argent. On l'oublie souvent, mais l'argent reste quand même le carburant du business. Et puis ensuite, il y a d'autres définitions un peu plus philosophiques. Pour moi, c'est pour ça que le livre s'appelle L'aventure dont vous êtes le héros. Je vois ça un peu comme une sorte de quête, tu vois, une sorte de grande randonnée où tu commences tout seul en bas, et puis au fur et à mesure des étapes, des points d'étape, tu rencontres des nouvelles personnes qui elles aussi sont sur le chemin. Et donc, tu as un aspect un peu plus collectif, parce qu'on parle d'indépendant au sens individuel, mais tu te rends compte que plus tu avances aussi sur le chemin de l'indépendance, plus tu te recrées une sorte de petit cercle, comme ce que tu pouvais finalement avoir lorsque tu étais salarié, avec des machines à café virtuelles, un petit cercle de personnes avec qui tu peux te confier, avec qui tu peux partager tes doutes, tes réflexions, tes questions. Voilà, c'est un petit peu ça la définition pour moi du freelance, mais globalement, oui, c'est j'ai des compétences qui ont de la valeur sur le marché. C'est important quand même. Toutes les compétences ne se valent pas, toutes les compétences n'ont pas une valeur pour une entreprise. Et toutes les compétences d'ailleurs qu'on développe en entreprise n'ont pas de valeur et ne sont pas toutes monétisables auprès de clients sur la prestation de service. Et voilà, j'ai des compétences qui ont de la valeur sur un marché qui a besoin de ces compétences-là, qui a parfois du mal à les recruter, à les trouver en CDI, et donc fait appel à mes services pour les accompagner sur une problématique ou plusieurs. Alors, tu parles justement de compétences. Comment savoir si les compétences qu'on a, on peut les monétiser en freelance? Tu parles notamment dans ton livre de compétences rares et utiles. Qu'est-ce que c'est précisément? Ouais. C'est un peu les deux ingrédients qui, pour moi, sont indispensables quand tu décides vraiment de te lancer en freelance. Parce que, effectivement, tu te lances un peu, pour le coup, seul. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de process qui sont derrière toi pour te baquer. Tu vois, si dans ton job, bon, bah, tu performes un peu moins ce mois-ci, tu t'inquiètes pas vraiment, il y a ta paye qui va quand même tomber à la fin du mois. D'où effectivement de se dire, OK, dans toute la palette de compétences que j'ai, et donc là, c'est un petit peu un audit avec soi-même de se dire, OK, sur les X dernières années, quels sont tous les projets sur lesquels j'ai travaillé au sein même d'une entreprise, quelles sont les compétences que j'ai développées, quelles sont les compétences que je devrais développer encore plus, quelles sont les compétences aussi où je sens que j'arrive à tirer mon épingle du jeu au sein même d'un écosystème fermé qu'est l'entreprise, et de se dire, OK, dans toutes ces compétences-là, il y a des compétences qui sont plus ou moins rares et il y a des compétences qui sont plus ou moins utiles d'un point de vue externe. Rares, c'est des compétences qui ont de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent des compétences qui, pour être exercées à haut niveau, sont beaucoup plus difficiles d'accès. Je te prends un exemple très concret. Quelqu'un qui aujourd'hui, et dis-moi si je suis un peu trop technique, mais si quelqu'un aujourd'hui se dit, je sais faire des sites internet, et je sens que, tu vois, sur le marché, la tendance, c'est de sortir un peu de WordPress et de faire du Webflow, qui est une nouvelle technologie pour faire des sites un peu plus simplement, un peu plus permissifs. Eh bien, cette compétence-là, tu peux apprendre Webflow, tu vois, en 15 jours, 3 semaines, tu peux apprendre les bases. En revanche, la compétence devient rare quand tu es capable d'aller à un niveau où tu fais partie des 10%. Et pour arriver à ces 10% de top compétences, eh bien, ça te demande plus de temps, plus d'expérience, et donc tu commences à avoir une certaine barrière technique. Ça, typiquement, aujourd'hui, tu vois, là, en 2022, être expert Webflow, savoir développer des sites sur Webflow, c'est une compétence qui a énormément de valeur. C'est les freelances qui peuvent facturer 1000, 1500 euros la journée. Donc ça, tu vois, c'est une compétence qui est rare, qui est difficile à maîtriser à haut niveau. Ensuite, utile, eh bien, c'est une compétence qui a de la valeur d'un point de vue de l'entreprise. Tu sais, généralement, on se dit toujours, c'est un peu comme n'importe quel projet entrepreneurial. Nous, on est convaincus que ça apporte de la valeur, on est convaincus que ce qu'on fait, c'est trop bien et que ça va changer le monde et que ça va révolutionner les manières de faire dans les entreprises. Mais ça, c'est très auto-centré. Là où, en fait, on est sur un marché dans lequel il y a une offre et dans lequel il y a une demande. Et donc, c'est bien d'avoir l'offre, mais c'est encore mieux d'avoir une demande pour savoir à qui vendre ça. Et donc, la question, c'est de se dire, OK, quelles sont les entreprises qui jugent cette compétence rare que j'ai développée et que je mets en avant suffisamment utile pour me payer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par projet pour travailler avec. Et je prends l'exemple dans mon livre. Par exemple, connaître tous les langages elfiques du Seigneur des Anneaux, c'est une compétence rare. C'est-à-dire que pour arriver à ce niveau-là, il faut être un gros fan du Seigneur des Anneaux. En revanche, compliqué à monétiser. Je ne sais pas trop comment tu pourrais le monétiser, mais d'un point de vue entreprise, oui, c'est sûrement rare, mais il n'y a pas vraiment d'utilité business pour elle. Voilà ce qui est des compétences pour moi rares et utiles. Alors, quels sont les avantages finalement d'aller les exercer de manière indépendante, en étant soumis à tous les aléas dont on va parler, mais financières, etc., alors qu'on peut rester aussi bien au chaud dans son entreprise pour les exercer? J'ai remarqué
qu'on oppose très très souvent le salariat et le freelancing. Et de plus en plus, tu vois. Je trouve qu'à l'époque, on opposait beaucoup les start-upers et les salariés. Tu vois, 2011, The Social Network, Facebook est en plein boom. On commence à se dire, en fait, créer une start-up, c'est vachement cool. Tu es derrière ton garage ou dans ta chambre d'étudiant et tout. En fait, tu peux gagner des millions, c'est incroyable. Et donc là, on commence, tous les start-upers se disent, moi, je crée ma boîte, je suis parti de rien, etc., etc. Bon, on commence à revenir un peu sur les startups, on commence à comprendre que c'est pas si simple que ça. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, moi j'aime bien dire l'indépendance is the new cool, tu vois. C'est un peu les nouveaux cool kids de se dire ouais, t'es indépendant, c'est trop bien, tu peux voyager, etc. Et donc, malheureusement ou pas, mais je trouve que de plus en plus d'indés, du coup, se disent moi je suis freelance, j'ai tout compris à la vie, voilà comment est-ce que je fais du business, vous êtes salarié, enfin, qu'est-ce que vous faites, quoi. Alors que s'il n'y avait pas de salarié, on n'aurait pas de job parce qu'il n'y aurait pas d'entreprise. Et donc, la réalité, c'est que la plupart de mes clients que j'accompagne sur du B2B, je travaille avec les équipes qui sont elles-mêmes salariées. Donc déjà, je pense que c'est important de surtout pas opposer ce que tu peux faire côté salarié. Moi, il y a plein de salariés qui font le même job que moi dans leur entreprise et qui sont hyper épanouis, qui sont super contents d'œuvrer à un projet commun sur le long terme, qui créent des relations de travail, qui se développent parce qu'ils ont un super mentor dans la boîte, etc. Donc, moi, je fais vraiment attention à ne pas opposer ça. En revanche, effectivement, il y a une multitude d'avantages. Et moi, pour rien au monde, ou alors il faudrait vraiment faire une offre très, très, très alléchante pour que je retourne dans le salariat. J'en vois plein. Déjà, la pluralité des projets. C'est-à-dire que tu as l'opportunité de voir en un an, je sais pas, entre 5 et peut-être 20 ou 30 projets. Chose que, du coup, ta courbe d'apprentissage, elle est énorme parce que tu vois différentes problématiques, différents niveaux de maturité. Et donc, en termes de compétences, tu peux te développer très très vite, tu peux avoir un regard beaucoup plus large sur comment est-ce que fonctionne le business de manière générale, quelles sont les techniques que j'ai testées, qui ont fonctionné, qui ont moins bien fonctionné, etc. Et ça, en fait, plus tu avances dans le temps, plus ça a de la valeur. Les entreprises, ce qu'elles cherchent, c'est pas forcément, à partir du moment où tu as les compétences, ce qu'elles recherchent, c'est OK, qu'est-ce qui a déjà marché, quelle est la méthode que tu as déjà pu avoir ailleurs, qu'est-ce qui on pourrait optimiser, etc. Donc ça, c'est le premier point, de voir pluralité de projets. Du coup, tu es moins dans ce côté un peu, OK, je m'ennuie, je fais toujours la même chose, je suis un peu dans mon train-train. Tu te fais un peu challenger et bousculer tout le temps de manière positive, ça c'est cool. L'autre point qui est non négligeable aussi, financièrement parlant, effectivement, il y a des montagnes russes, mais il n'y a pas de plafond de verre. Ou en tout cas, le plafond de verre arrive à un niveau beaucoup plus lointain qu'un salarié. Globalement, en entreprise, c'est très pyramidal, quoi. C'est-à-dire que tu as bien travaillé, tu deviens manager. Tu as bien travaillé, tu deviens manager de manager. Et en fait, c'est la seule manière de gagner de l'argent et en fait d'augmenter ton salaire. Ou alors tu deviens expert, mais les plus experts sont toujours moins bien vus dans les entreprises que devenir manager, même d'un point de vue social. Et donc en freelance, en fait, je peux très très vite beaucoup mieux gagner ta vie qu'en salarié. Et la valeur marché, elle est, même si il y a des moyennes de marché, etc., ton pouvoir de négociation est beaucoup plus élevé avec un client que ce que tu peux avoir avec ton manager quand tu es salarié. Et donc ça, c'est non négligeable, hein. Potentiellement, tu peux vite très très bien gagner ta vie et avec tout ce que ça implique derrière, pouvoir investir, te créer un matelas de sécurité, etc., etc. Le fait aussi de ne pas avoir forcément de règles fixées par ton employeur ou ton entreprise. Le fait, tu vois, moi, il y a un mois, il y a une semaine, je suis parti un mois à Lisbonne. J'ai pas demandé l'autorisation de mes clients pour partir. Je leur ai pas demandé si c'était OK, est-ce qu'il fallait que je pose des jours, etc. Et ça, c'est comme une liberté aussi, une liberté géographique. Ça veut pas dire que quand il faut être freelance, il faut aller à Bali et être sur la plage pendant 3 semaines. Mais tu as la liberté géographique de dire si tu as envie de partir à droite, à gauche pour travailler parce que tu as envie de changer de cadre, si tu veux, tu dois pas rendre compte tu rends compte à personne. Ça, c'est cool. Et puis, il y a aussi le côté, tu construis ton propre projet, quoi. Et ça, mine de rien, tant que tu n'y as pas goûté d'une manière ou d'une autre, et quand tu es salarié, tu peux vite le goûter. Si tu fais un petit side project à côté, je sais pas, tu adores la BD et tu te crées un petit compte Instagram pour parler de BD, tu commences à goûter à ce truc où je suis en train de créer quelque chose de mes mains sur Internet, sans dépendre de qui que ce soit. Des gens like, des gens commentent, on m'envoie des BD, par exemple, etc. Et donc, en fait, en freelance, tu exerces ça à plus large échelle parce qu'en plus, tu gagnes de l'argent en ayant fait tout le processus de vente, etc. Et ça, je pense que pour moi, c'est le truc le plus gratifiant que tu peux avoir. Moi, je me souviendrai toujours de ma première facture, de me dire, OK, je viens de contacter un client, négocier avec le client, je lui ai fait une proposition commerciale, j'ai créé mon devis, je lui ai envoyé mon RIB, j'ai fait la mission, il est content, je reçois l'argent sur mon compte en banque, j'ai tout fait moi-même.
il y a ce côté un peu artisanal que je trouve ça génial, quoi. Et de se dire, en fait, que je l'ai fait une fois, je pourrais le refaire indéfiniment. Et tu comprends que là, tu es en train de créer un truc pour toi, sur lequel tu capitalises pour toi, sur lequel tu es responsable et que tu prends tes propres décisions. Et ça, pour moi, c'est presque le truc que je mettrais au top du top côté free et que je trouve génial, quoi. Quelles sont les qualités pour réussir? Je sais pas s'il y a Quelle- une recette un peu magique de OK, je mets telle et telle qualité, je fais une petite addition, je secoue tout ça, et puis ça marchera. En tout cas, tu vois, des forces où tu dis, si t'as pas ça, ça va être compliqué. Je pense que, est-ce que c'est une qualité ou pas, mais un trait commun que je vois, et tu vois, notamment toutes les personnes que j'ai pu avoir sur le podcast, les personnes que j'ai accompagnées, par exemple, que ce soit en individuel au démarrage ou bien dans le bootcamp aujourd'hui, et qui ont les meilleurs résultats, un de leurs traits communs, c'est la détermination. C'est-à-dire que, il y a un moment, ils y vont, quoi. Oui, c'est dur, oui, il y a des questions, oui, on hésite, oui, on se sent un peu imposteur de faire ça, mais si tu veux, ils y vont et ils se disent, OK, de toute façon, je vais me créer ma propre opportunité parce que personne viendra toquer ou m'enverra un email au démarrage pour me dire, coucou, t'as aucune expérience, tu viens de te lancer, tu sais pas trop ce que tu fais, j'aimerais bien te donner 2 000 € pour bosser avec moi, est-ce que tu es d'accord? Ça n'arrivera jamais. Et donc ça, c'est un truc où tu vois, tu le sens, que ça soit dans le regard, dans leur manière de réfléchir, leur démarche, etc., leur processus et la manière dont ils ont de communiquer, de contacter les personnes qui peuvent être intéressantes pour elles. Je sens que tu vois, il y a ce côté de détermination où en fait on y va, quoi. On y va et je comprends que la chance, je vais me la provoquer et les opportunités, je vais me les provoquer moi-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que il y a ce côté aussi. Alors, il y en a plein qui diront je ne suis pas très organisé en freelance, il y en a un peu partout, je sais pas trop, j'ai pas de routine, etc. À leur niveau, ils se sentent pas organisés, mais généralement, une des qualités aussi, c'est qu'il faut avoir une autodiscipline qui est quand même assez forte, quoi. Parce que bah, y a personne pour t'appeler à 8h30, 9h quand tu es à ton bureau pour te dire bah attends, t'es pas connecté sur Slack ou t'es pas connecté sur Teams ou le réseau d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Là, si je veux me lever à 11h, je me lève à 11h. On peut le faire, c'est très bien, mais on peut pas le faire pendant 3 mois et se mettre devant une série Netflix. Donc il y a ce côté aussi où il faut être capable de se dire, OK, je suis capable de me motiver tout seul parce que c'est pas tous les jours simple. Et donc, qu'est-ce que je mets en place? Quels sont les process que je mets en place? Quelles sont les routines que je mets en place? Et tu vois, par exemple, moi, si tu vois mon emploi du temps et que tu me suis pendant une semaine, c'est très très similaire à un emploi du temps de salarié, hein. Je me lève toujours à la même heure, je commence à travailler toujours à la même heure, j'essaie d'arrêter plus ou moins à la même heure, je pars manger comme tout le monde, etc. Donc, il faut avoir cette autodiscipline parce que là, tu n'as plus vraiment de cadre. Si ce n'est le cadre que te fixent tes clients avec leurs deadlines et puis les remises des projets. Mais à part ça, tu peux vite, sinon, en fait, stagner et tu vas reporter et procrastiner. Donc, autodiscipline, détermination. Et parce que j'aime bien les règles de 3, j'essaie de t'en trouver un troisième. Et je te dirais la curiosité. La curiosité parce que il y a des milliers de trucs que tu sais pas faire que tu te lances. Il y a des milliers de sujets sur lesquels que tu pourras jamais anticiper ou sur lesquels tu te formes, mais en fait, bah, il y aura toujours des petites exceptions, des choses qui sont pas faites de la même manière que ce que tu as appris. Et donc, il faut avoir la curiosité de te dire, je sais pas faire. Comment est-ce que je peux me former rapidement? Comment est-ce que je peux trouver l'information? Où est-ce que je vais la trouver? Qui je peux contacter? Et cette curiosité aussi d'aller découvrir d'autres profils, d'autres parcours, d'aller rencontrer des nouvelles personnes parce que, bah, encore une fois, tu n'es pas dans un cadre. Quand tu arrives dans une entreprise, bah, on te présente l'équipe, on te dit voilà, ça c'est Jojo, Denis et puis Marilyn. Voilà, ça va être tes copains, enfin, ça va être tes voisins d'open space. Bon, bah, d'une manière ou d'une autre, tu vas discuter avec eux. Quand tu es free, bah, tu peux te retrouver tout seul à pas parler avec personne pendant des jours entiers si tu fais pas la démarche curieuse de te dire bah tiens, cette personne-là, elle fait un job qui est un peu similaire au mien, mais sur lequel je sens que par exemple il y a tu vois, il y a une convergence d'intérêts. Bah tiens, je vais la contacter, je vais discuter avec elle, je vais lui poser des questions, je vais m'intéresser profondément à elle. Et donc je pense qu'il faut avoir ce côté curiosité parce que tu es toujours en train d'apprendre. Il y a toujours des trucs que les clients vont te demander que tu ne sais pas forcément faire ou que tu n'as jamais testé. Et bah, tu as deux choix. Tu vas te dire, bah, je ne sais pas faire et donc je ne prends pas le truc. Ou alors, OK, je l'apprends et puis je vais faire en sorte d'être suffisamment curieux et d'aller me chercher de l'information le plus rapidement possible. Donc, ouais, je te dirais, tu vois, autodiscipline, détermination et puis curiosité. Super.
On parlait tout à l'heure des avantages d'être freelance et tu disais attention de ne pas opposer le freelance et le salarié. Alors justement, parfois on voit le freelance qui fait rêver, mais en même temps, j'imagine qu'il y a un dessous caché, on va dire. Ce serait quoi les inconvénients du freelance? Des choses, tu vois, où on tombe de haut, on se dit, ah, je n'avais pas anticipé ça. Franchement, il y en a presque autant que les avantages, hein. Je ne devrais pas dire ça parce que moi, je parle aux freelance, mais je pense que c'est bien d'être réaliste. En fait, c'est comme n'importe quoi, tu vois, c'est comme le salariat. C'est une sorte de trade-off, d'échange que tu fais entre ce que tu viens chercher et ce que tu perds aussi d'un côté. Et donc, il faut être à l'aise sur le fait qu'il y a plein d'avantages au freelancing, mais effectivement, tu perds des avantages, par exemple, que tu peux avoir que tu es salarié. Les premiers points qui piquent un peu au début, c'est, bah oui, ta prédictabilité de revenus, elle n'est pas aussi claire et limpide que lorsque tu es salarié. Quand tu es salarié, donc globalement, tu ne te poses pas vraiment la question de est-ce que je vais avoir mon salaire et je vais toucher ma paye à la fin du mois, elle arrive automatiquement, tu ne te poses même pas la question. Une fois sur deux, tu ne regardes même pas ta fiche de paye. Voilà, ça se passe comme ça. Bon, en freelance, déjà, c'est un petit peu différent parce que tu peux gagner très très bien sur un mois, un peu moins sur un deuxième, et donc tu as toujours ce côté montagne russe, même si le but du jeu, c'est aussi de réussir à créer de la récurrence avec certains de tes clients, de leur proposer des nouveaux projets, de les engager sur plusieurs mois. Tu auras toujours d'une manière ou d'une autre une fluctuation de revenus. Tu gagneras jamais la même chose au centime près de mois en mois. C'est évident. Donc ça, il faut être OK avec ça. Il faut apprendre à jouer avec ce côté-là aussi de montagne russe, de dire OK, bah là, j'ai fait un plus gros mois. Je le mets de côté, je me crée un petit fonds de réserve. Comme ça, je ne paniquerai pas quand j'aurai un mois un peu plus light. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être aussi la solitude. Moi, je connais des freelances qui ont arrêté le freelancing parce qu'ils se sentaient trop seuls, qu'ils avaient envie de contribuer à un projet plus collectif et qui sont du coup revenus dans le monde du salariat. Il y a ce côté solitude qui peut être contré de plein de manières. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de communautés. Tu peux t'inscrire dans des coworking, tu peux rencontrer des gens. Il y a plein d'événements qui sont organisés. Donc aujourd'hui, tu peux rencontrer des gens et je trouve que c'est pas si compliqué que ça, même en physique, dans ta ville, etc. Mais il y a ce côté solitude où effectivement, quand tu bosses sur tes projets, il y a quand même une grande partie de mes journées où, par exemple, moi, je suis tout seul, même si je fais des visios, etc. Il y a une grande partie de ma journée où je suis tout seul. Et donc, il faut aimer aussi se retrouver parfois avec soi-même pour avancer, pour bosser, etc. Donc ça, je te dirais que c'est le deuxième point sur la partie solitude. Troisième point, je te dirais aussi la vente, savoir vendre. En fait, tu es à la fois ton comptable, mais aussi ton commercial, et aussi ton marketeur, et aussi l'expert. Et donc, en fait, tu cumules toutes ces casquettes-là en même temps, chose que tu ne faisais pas quand tu étais salarié. Quand tu étais salarié, on t'a embauché pour ton expertise, ta compétence donnée. Et puis, il y avait d'autres services qui géraient toutes les autres parties. Là où en freelance, tu peux recruter quelqu'un sur chacun des postes, hein, mais du coup, il va falloir ramener quand même beaucoup d'argent, quoi. Donc, tu vois, il y a ce côté, par exemple, de la vente. Quand on n'en a jamais fait, ça peut déstabiliser au début. Tu vois, si on n'a pas les bonnes techniques, si on n'a pas les bonnes approches, les bonnes manières de faire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je raconte? Comment je les contacte? Et si on ne me répond pas? Et comment je prépare un appel prospect? Comment je creuse un besoin? Comment je négocie? Comment je construis une proposition commerciale quand je n'en ai jamais faite? Donc, tu vois, il y a tous ces côtés-là où il faut apprendre parfois sur le tas, parfois en faisant des erreurs ou alors en se formant. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on t'a pas vraiment appris, quoi. Même moi, qui suis assez jeune, qui l'école est pas si loin que ça, je crois que j'ai jamais entendu le mot freelance sortir de la bouche des profs et des intervenants que j'ai eu en école. Donc en fait, tout ça, on te l'apprend pas vraiment. Donc ouais, tu vois, je te dirais que ça c'est les trois plus gros challenges auxquels il faut que tu fasses face un par un, et on y arrive, hein, on survit. Mais voilà, il faut les avoir en tête quand tu décides de lancer ton projet plutôt freelance, ouais. Tu dirais que c'est une condition préalable, c'est-à-dire que moi, je peux avoir des clients qui peuvent voir les choses de je suis pas bon en vente, j'y arriverai jamais, du coup, c'est pas la peine que je me lance, ou enfin, voilà, est-ce que c'est une qualité qu'on doit avoir obligatoirement avant, ou c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Ouais, justement, tu vois, c'est pour ça que j'en parlais pas dans les qualités parce que heureusement que ça s'apprend. Sinon, je serais pas là en train d'échanger avec toi. Et moi, je suis pas un très très bon vendeur de base. Moi, j'étais quelqu'un d'hyper hyper timide. Le podcast a été aussi un bon exercice pour moi pour me confronter, gagner en diction, en clarté, etc. Et donc, ça a été une sorte de petite thérapie pour moi aussi. Mais moi, au début, j'étais pas un très bon vendeur. Moi, je me souviens, j'avais quelques cours de négociation-vente quand j'étais en cours. J'étais au fond de la classe, quoi. J'avais des mauvaises notes, j'arrivais pas à rebondir avec ça. Donc, heureusement, tout s'apprend. Et je dirais, c'est encore plus excitant de se dire, en fait, je me lance en free et en plus, je vais apprendre plein, plein de compétences qui, demain, auront de la valeur. Si demain, par exemple, je me dis, OK, j'ai fait 3 ans en freelance et
bah, finalement, ouais, le format me plaît pas trop, je préfère être un peu plus tranquille, j'ai un autre projet, donc j'ai envie de sécurité. C'est extrêmement valorisé par les entreprises. T'imagines, tu vas chercher enfin, tu vas postuler une entreprise, tu leur dis, bah voilà, j'ai été freelance pendant 2 ans, que tu aies fait du chiffre ou beaucoup de chiffres ou pas beaucoup de chiffres, c'est pas vraiment le sujet, mais j'ai développé toutes ces compétences-là. Ça montre un état d'esprit qui est absolument génial, tu vois. Donc non, non, heureusement, ça s'apprend. Ça peut s'apprendre dans les bouquins, ça s'apprend en pratiquant, ça s'apprend en discutant aussi avec d'autres, et ça s'apprend aussi, bah, aujourd'hui, il y a plein de formations, de programmes, de personnes qui peuvent les accompagner sur ces sujets-là. Donc, comme n'importe quel sujet, ça s'apprend. En revanche, ce qui est vraiment important avant de se lancer, c'est d'avoir des compétences. Et de pas. Moi, je trouve que c'est toujours compliqué de cumuler. J'apprends une nouvelle compétence de zéro. Je te prends l'exemple opposé. Je suis développeur et je veux me lancer dans la rédaction d'articles. Et donc, je passe d'une compétence ultra technique à bah, j'apprends un nouveau métier qui est l'écriture, la rédaction d'articles, le référencement, etc. Et en plus, je me lance en freelance. C'est un peu deux challenges, c'est pas impossible. Moi, j'en connais plein et j'ai accompagné des personnes qui ont réussi, mais ça prend plus de temps. Et donc, vu que ça prend plus de temps, il faut être au clair aussi sur le fait que bah, au début, il ne va pas y avoir de rentrée d'argent. Et donc, quelle est ma base de réserve financière sur laquelle je peux tenir pendant, je sais pas, 6 mois, 8 mois, le temps de, un, me former sur mes compétences pour gagner en valeur là-dessus, et deux, prendre confiance aussi sur la partie freelance. Il y a une autre question, mais qui est très liée à la vente aussi, c'est tout l'aspect comment trouver ses premiers clients, comment démarcher, la prospection, est-ce que c'est obligatoire? C'est des choses qui font aussi très peur. Quels seraient tes conseils pour peut-être à la fois dédramatiser ça et en même temps parvenir à les trouver? Le premier truc que j'ai en tête, c'est de se dire, par exemple, sur la prospection, on diabolise un peu la prospection, on se dit mais non, mais moi je vais pas faire de prospection, c'est pour les débutants, ou je vais pas faire de prospection, ça montre qu'il faut absolument que j'aille chercher des clients, ou bah, les clients, s'ils me répondent pas ou qu'ils m'insultent par email, qu'est-ce qui va se passer, etc. Déjà, il faut bien décorréler une approche de prospection et sa personne. C'est pas parce que quelqu'un vous répond pas qu'il vous a trouvé inintéressant, qu'il a pas du tout, il vous aime pas et que vous êtes complètement mauvaise. Non, c'est le principe de la prospection. Parfois ça va prendre, parfois ça va moins prendre. Donc déjà, je pense qu'il faut dédramatiser ça et plus voir ça un peu comme un jeu, de se dire, bah, je vais tester. C'est évident qu'il va falloir que je fasse du volume, par exemple, pour faire de la prospection et que ça fonctionne. Mais il va y avoir des ratés. Il va y avoir des gens qui vont jamais vous répondre malgré vos relances. Et dans le lot, il y aura peut-être une, deux, trois, quatre personnes qui vont vous dire, bah, je suis intéressé, effectivement, j'ai ce besoin-là en interne. Ça tombe bien, on cherche quelqu'un. Est-ce qu'on peut en discuter? À partir du moment où, moi, que j'ai trouvé mon premier client, enfin l'un de mes premiers clients en prospection, je me suis dit, attends, j'ai envoyé quelques mails, j'ai passé quelques heures dessus. Le retour sur investissement, il est génial. Je suis en contrôle. J'ai été chercher des clients avec lesquels j'ai envie de travailler et j'ai un retour sur investissement et je démarre une mission un mois après, quoi. Donc, pour le coup, ça fonctionne à condition d'avoir la bonne méthodologie. Donc, c'est pas indispensable, mais c'est comme tout. Combien de temps on a pour développer son activité? Si on a 1 an ou 2 ans, bah oui, on peut créer tranquillement du contenu, faire un peu de LinkedIn, un peu d'Insta, etc., sans être en contrôle de qui va voir ses posts, qui va interagir. En revanche, si on a besoin d'aller chercher l'activité, moi, c'était mon objectif de me dire, je me donne 3 mois pour retrouver le niveau, au moins le niveau de revenu que j'avais lorsque j'étais salarié. Il n'y a pas d'autre choix que de coupler de la prospection avec du réseautage, avec recontacter son réseau, identifier les personnes qui peuvent être intéressantes dans son réseau, qui ont des postes décisionnaires pour ma compétence à moi, qui sont dans des entreprises que j'ai identifiées comme en besoin de ma compétence, et puis en plus de la partie création de contenu, prospection, quoi. Donc ça, c'est sur cette partie-là. Et ensuite, ouais, moi, les étapes que je conseille, c'est, première étape, c'est la partie réseau. Généralement, allez, les 2 premières missions, elles viennent souvent de votre réseau. Que vous ayez d'ailleurs un gros réseau ou pas, il y a différents niveaux de réseau. Il y a le réseau premier niveau, c'est-à-dire les personnes de votre entourage, famille éloignée, anciens collègues, prestataires avec qui vous avez pu bosser quand vous étiez dans des boîtes. Ça, je considère que c'est le premier réseau. Vous avez un contact direct avec ces personnes-là. Et déjà là-dedans, de se dire, OK, de manière très concrète, qui sont les personnes avec lesquelles je peux générer des opportunités directement parce que je suis au clair sur l'offre que je propose, la cible que j'ai envie d'adresser. Et donc, c'est plus simple de dire dans mon réseau, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà dans cette cible-là? Et puis ensuite, il y a le réseau de second niveau, de se dire, OK, est-ce que dans mon réseau, il y a des personnes qui sont suffisamment intéressantes, qui sont implantées, par exemple, dans un secteur d'activité qui m'intéresse et qui pourraient être susceptibles de me faire les bonnes introductions auprès des entreprises que moi j'identifiais comme potentiellement des clients pour moi. Et donc, tu vois, il y a un peu, tu peux avoir ces deux approches-là sur le réseau. Il n'y a aucune raison
que tu puisses pas les signer. Peu importe le prix des missions, le but du jeu, c'est tu vois, de commencer à construire la boule de neige et puis de la faire tranquillement dévaler la pente. Donc, peu importe les budgets au début, peu importe si vous y passez plus de temps, le but du jeu, c'est commencer à créer votre crédibilité, montrer un petit peu que vous savez ce que vous faites, que vous avez des résultats, que les clients sont contents. Ensuite, c'est l'effet boule de neige. Réseau, prospection. Et puis ensuite, en stratégie long terme, moi, ce que je conseille, c'est effectivement la partie création de contenu qui prend beaucoup plus de temps. Et je pense que tu es bien placé pour le savoir. Ça prend beaucoup plus de temps aussi pour avoir un effet sur lequel c'est intéressant et d'avoir un bon retour sur investissement. Mais c'est comme plein de sujets, c'est bien de le commencer tôt, mais c'est bien aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc sur une même stratégie qui est la création de contenu, parce qu'on se dit, en fait, la création de contenu, c'est pas très engageant, dans le sens où on écrit, on fait nos créations de notre côté, on les publie sur Internet, on se confronte beaucoup moins que en contactant son réseau, en décrochant son téléphone, en envoyant des emails, où là, bah, frontalement, on va avoir un oui, un non ou pas de réponse, quoi. Un autre frein qui peut être aussi en lien avec la création de contenu, ça peut être les réseaux sociaux, montrer sa tête, se mettre en avant, communiquer. C'est des choses qui peuvent être ressenties comme des freins par certaines personnes. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, en 2022, c'est incontournable, les réseaux sociaux, ou qu'on peut s'en passer par d'autres stratégies? Encore une fois, tout dépend de ta cible. On va prendre un exemple. Si par exemple, tu es community manager, donc tu gères les réseaux sociaux de commerçants, et tu te dis, OK, par exemple, je suis à Rennes, mon objectif, c'est d'aller gérer les réseaux sociaux des commerçants de la ville de Rennes et alentour, voire la région. Potentiellement, tu as deux manières de faire. Soit tu te dis, le but du jeu, c'est d'avoir signé le plus rapidement possible, même si je ne gagne pas beaucoup d'argent, 3-4 clients, et en fait, ces clients-là vont me servir de laboratoire et de bac à sable pour montrer ce que je suis capable de faire. Et dans ce cas-là, en fait, les commerçants, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas sur LinkedIn en train de regarder qui sont les freelances. Et pour les trouver, tu sors de chez toi et ta prospection, tu peux la faire directement en montrant ce que tu as déjà fait pour d'autres. Autre point, tu peux te dire, je vais, par exemple, je suis community manager et moi, mon dada, c'est Google My Business, c'est Instagram. Eh bien, mon but du jeu pour montrer mes compétences et pour montrer ma crédibilité, c'est de monter un compte Instagram, je ne sais pas, jusqu'à 1000 abonnés, par exemple. Et de se dire, tiens, ça sera ma carte de visite dans lequel j'ai processé, j'ai partagé ma méthodologie pour faire monter ce compte Instagram-là. Et donc, c'est une sorte d'argument de vente que je vais pouvoir partager à des potentiels clients qui sont des commerçants de la ville. Donc, ça dépend de tes clients. Tu vois. Si, encore une fois, tu es sur des clients qui sont très locaux, tu vois, des PME, TPE, et que je sais pas, tu fais la rédaction ou que tu fais de l'identité graphique, oui, c'est bien d'avoir un portfolio, etc. Mais encore une fois, par exemple, un portfolio, tu peux l'envoyer par mail, tu peux l'envoyer en Google Docs, ça peut être des documents dans l'écosystème fermé et non pas public. D'où le fait d'aller chercher de la prospection. Parce que si tes cibles ne sont pas très digitalisées, par exemple, et qu'elles n'ont pas l'habitude d'aller sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn ou ailleurs, effectivement, vous pouvez créer autant de contenu que vous voulez. Si les entreprises ne tombent pas sur votre contenu, il n'y a aucune chance qu'elles vous contactent. Donc, d'où, encore une fois, j'insiste sur le côté prospection, réseau, etc. Après, de manière générale, moi, je me dis, c'est toujours bien d'avoir au moins une petite présence sur LinkedIn, d'avoir... en réseaux sociaux, moi, sur la prestation de service, je trouve que LinkedIn aujourd'hui est un bon Eldorado. Ça ne durera pas, mais l'algorithme est vachement intéressant. C'est toujours bien d'avoir un profil à jour, d'avoir ses expériences à jour, d'avoir une bio où on comprend tout de suite ce que vous faites, comment vous le faites, quelles sont vos offres, quels sont potentiellement les clients ou les expériences que vous avez eues avant. Parce que sinon, vous laissez un peu l'interrogation sur le réflexe qu'on a tous. Et je pense que c'est ce que tu as fait quand tu as découvert Tribu Indé, etc. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert Google, tu as tapé Tribu Indé et puis tu as regardé un peu ce qui se passait, ce que je disais, ce que je racontais, ce que je disais des bêtises. Est-ce que tu connectais plus ou moins avec ce que j'étais en train de dire pour se dire, tiens, c'est intéressant, ça serait bien qu'on discute ensemble sur le podcast. Donc si en fait vous ne le faites pas, vous ratez l'opportunité de montrer un petit peu votre personnalité, votre positionnement, vos convictions, votre manière de faire. Et ça peut être, l'idée, c'est pas de publier tous les jours, mais juste au moins avoir une page LinkedIn à jour, voire une page de site web, si on veut faire les choses bien avec son nom et son prénom, au moins on tape votre nom, prénom, la première page qui ressort, c'est pas un ancien annuaire Viadeo ou quand vous étiez dans des entreprises, mais c'est votre maison à vous dans laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez, raconter ce que vous voulez. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes, toi qui accompagnes beaucoup de freelance? Première erreur, je pense que c'est effectivement de ne pas connaître suffisamment la cible que l'on adresse et ses problématiques. Tu vois, on se dit, il y a deux choses que je vois souvent. La première, c'est je vais accompagner des gens qui sont comme moi.
Donc, soit je veux accompagner des gens qui sont en reconversion, soit je veux accompagner des gens qui sont freelance aussi. Problème, un freelance qui accompagne d'autres freelances, il n'y a pas beaucoup de budget. En tant que freelance, déjà qu'on n'a pas au début, quand on démarre, on n'a pas non plus beaucoup, beaucoup de trésorerie. On est en plus beaucoup plus exigeant. Donc ça, c'est une des premières erreurs parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller adresser, je trouve, des indépendants, des solopreneurs au démarrage de leur activité, plutôt que d'aller chercher une entreprise B2B dans laquelle il y a des budgets dans tous les cas qui sont alloués. Et donc, c'est un peu plus simple et les volumes sont un peu plus intéressants au démarrage, surtout quand tu n'as pas d'expérience. L'autre erreur, c'est effectivement, tu vois, j'adresse une cible, mais par exemple, tu vois, les commerçants, mais je ne sais pas trop. Moi, je pense qu'ils vont pouvoir avoir besoin de mes compétences, mais en vrai, j'en suis pas vraiment sûr, quoi. J'ai pas validé vraiment mes hypothèses marché. J'ai pas questionné ma cible sur quelles étaient leurs problématiques, pourquoi est-ce qu'elles avaient ces problématiques-là, quelles ont été les solutions qu'elles ont mis en place, est-ce qu'elles ont mis des solutions en place, etc., etc. Le but du jeu, c'est que moi, je dis souvent, le but du freelance, c'est pas d'aller créer le besoin chez le client. C'est pas d'aller éduquer. Si tu es, par exemple, tu es graphiste et que tu fais des identités de marque, donc tu fais des logos et tu crées l'univers d'une marque, c'est quand même plus simple d'aller chercher une entreprise qui soit a déjà une première identité, mais qui a besoin d'aller la refondre pour telle et telle raison, ou bien tu sais que c'est une cible qui est suffisamment mature, digitale, pour se dire c'est important d'avoir une identité graphique, plutôt que d'aller éduquer un marché en disant, vous savez, c'est vraiment bien, c'est important d'avoir une identité graphique, attention, créer un logo, créer une typo, etc. Enfin, je veux dire, le marché est tellement grand que autant aller adresser des gens qui ont déjà cette problématique pour vous présenter comme je suis la solution pour votre besoin que vous avez déjà exprimé. Et ça, je trouve que on s'arrête souvent à oui, dans mes idées, j'aimerais bien accompagner ces gens-là parce que je les trouve bien, j'aime bien, j'adore cette cible, etc. Mais sans savoir vraiment s'il y a un vrai besoin pour vos compétences. Et parfois, vous avez beau avoir les meilleures compétences, être le meilleur expert. Si les entreprises que vous ciblez, le secteur d'activité par exemple que vous ciblez n'a pas de besoin ou n'a pas de budget, on n'est pas magicien, quoi. Donc en fait, vous aurez beau mettre tout en place, il ne se passera rien. Et donc le premier truc, c'est vraiment de se dire, ok, valider que votre cible en tête, ou que vos cibles, si vous en avez plusieurs, vos hypothèses marché, elles aient vraiment un besoin. Et de ne pas partir, tu vois, en tête avec une cible, de lancer toute une stratégie, prospection, etc., de se dire, en fait, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce qu'il y a un facteur externe qui est, il n'y a pas de besoin. L'autre point aussi, c'est sur ses compétences, vraiment être sûr qu'on a, et être honnête aussi, avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire est-ce que j'ai vraiment des compétences pour me développer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un top expert, il faut juste en savoir un peu plus que ses clients. Mais là encore, tu vois, le plus important, c'est aussi d'adresser une cible qui est sûrement un peu moins mature que vous sur vos sujets. Si vous adressez une cible qui est déjà hyper mature, la cible, la personne, elle va sûrement faire appel à vous parce qu'elle n'a pas le temps. Elle a peut-être les compétences, mais elle n'a pas le temps. Et donc, elle sera encore plus à même de vous challenger. Et potentiellement, ça peut un peu moins bien se passer si vous êtes un petit peu au début de vos compétences. Donc, si vous êtes au démarrage sur une nouvelle compétence, allez chercher une cible qui a encore moins de compétences que vous et sur lequel vous pouvez vraiment l'aider. Tu vois, si tu prends une échelle, si vous êtes à 4, allez chercher des boîtes qui sont peut-être à 2 ou 3 sur votre niveau de maturité. Ensuite, je te dirais, troisième erreur, c'est de ne pas suffisamment bien préparer l'après. Et tu sais, parfois, on quitte un peu une boîte sur un coup de tête, quoi. On se dit, c'est bon, j'en ai ras le bol. Arrêt maladie, je pose ma DM, je négocie une rupture co, et puis c'est bon, quoi, ras le bol. Et du coup, on se retrouve Pôle emploi ou autre, et en fait, c'est à ce moment-là qu'on commence à créer son projet. Moi, ce que je conseille de faire, c'est tant que vous êtes encore dans un environnement sécurisant, qui est le monde du salariat, même si c'est dur, même si votre manager est un peu relou, même s'il y a pas mal de pression, profitez, oui, ça va être un peu dur pendant quelques mois, mais profitez du soir et des week-ends. Oui, vous allez bosser le week-end et quand on va vous proposer d'aller faire une sortie, d'aller à la mer ou autre, non, vous devez bosser sur votre projet, mais de préparer un peu l'après, de commencer tu vois, à sonder des sites potentiels, de recontacter un peu son réseau, de comprendre qui fait partie de son réseau, de suivre d'autres freelances, de suivre des contenus qui commencent à parler de freelancing pour commencer, tu vois, à t'immerger dans un nouvel univers avec des nouveaux codes, des nouvelles règles. C'est toujours ça de prix, c'est toujours du temps gagné et on se lancera avec beaucoup moins d'appréhension parce que, ok, on aura déjà en tête un petit peu le parcours d'autres, ce qu'il faut mettre en place. Et donc, on réduit, je trouve, tu vois, ce facteur de risque de se lancer un peu sans parachute et sans filet.
Alors oui, c'est dur pendant quelques mois. Oui, c'est pas toujours simple après une journée de boulot de se remettre 1 heure, 2 heures sur son projet professionnel, mais c'est quoi quelques mois de sacrifice pour avoir déjà après un projet professionnel qui est là pour 2, 3, 5 ans, 10 ans. Franchement, à l'échelle d'une vie pro, c'est pas tant que ça. Et moi, tu vois, moi, c'est par exemple ce que j'ai fait. Et du coup, j'étais hyper serein quoi, quand je me suis lancé, même si j'avais des doutes. Je l'avais déjà fait un petit peu en sous-marin. J'avais déjà un petit réseau de freelance, même si moi, j'étais pas encore freelance, bah, que je pouvais contacter, avec qui je pouvais échanger régulièrement. Et ça, c'est super rassurant. Tu vois, ça te crée un cadre, ce qui fait que tu as moins la coupure nette de j'étais salarié, j'avais des objectifs, une to-do, etc. Bon, bah, feuille blanche, quoi. Qu'est-ce que je fais, par où je commence, qu'est-ce que j'écris, quoi. Et tu dirais que c'est viable même de faire les deux en parallèle pendant quelques années ou que c'est une fausse bonne idée? Moi, je trouve que en vrai, je trouve que c'est le meilleur moyen de te lancer sereinement. Moi, pendant 2 ans, j'ai fait ça, tu vois. D'abord à côté de mes études, puis à côté de mon job. Oui, ça me faisait des longues journées. Oui, parfois le week-end, ça me saoulait un peu de bosser sur mes projets. Bien sûr, mon employeur était au courant. Mais moi, je trouve que c'est le meilleur moyen. Tu vois, ça te fait un peu ton bac à sable. C'est-à-dire que tu n'as pas la pression financière parce que dans tous les cas, c'est du bonus. En plus, ça peut te faire des beaux mois que tu as des beaux mois. Et puis, si tu fais pas d'argent, bah, c'est pas grave parce que tu as quand même ton salaire qui tombe à la fin du mois. Et donc, en fait, tu peux, jusqu'au jour où tu te dis, OK, là, c'est le bon moment. J'arrive à générer, je suis obligé de refuser une mission parce que j'ai plus le temps le soir et le week-end. OK, là, c'est le moment de me lancer. Là, je peux prendre la décision. D'autres te diront, en fait, lance-toi et c'est quand tu es au pied du mur que tu réussiras le mieux, que tu trouveras des solutions. Moi, j'ai une aversion au risque qui est élevée, ce qui paraît bizarre côté freelance et indépendant. Et du coup, bah, moi, j'ai essayé de mettre en place un certain nombre de checkpoints, de milestones à accomplir avant de me dire, OK, maintenant, je suis prêt à me lancer. Maintenant, c'est bon, je peux y aller. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tes meilleurs conseils, si tu en avais voilà, 3, 4, vraiment qui te paraissent indispensables, ça serait lesquels? Est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Robin Fressinet ou pas? Non. Robin Fressinet, c'est un stand-upper, humoriste, que moi j'ai découvert dans Click sur Canal et qui a, lui, fait toutes ses armes au Canada, à Montréal, et qui a passé des années à écrire tous les jours dans des cafés pour bah, tester des blagues, etc. Aujourd'hui, si tu le découvres aujourd'hui, c'est un peu une grosse star montante du stand-up en France. Tu te dis, tout lui réussit, le gars cartonne, il est sur Click, il gagne bien sa vie, il remplit des théâtres et des Olympias facilement. Et je l'écoutais dans un précédent podcast et il disait, dans notre monde, donc dans le monde des humoristes, personne ne perce, il n'y a que des gens qui persévèrent. Et je trouve ça tellement juste parce que c'est exactement ce qui se passe dans le milieu du freelance. On a l'impression que les gens percent du jour au lendemain, on a l'impression que les gens cartonnent du jour au lendemain, que en fait tout leur réussit. Mais la différence entre ces gens-là et les gens qui ont arrêté, c'est juste que bah, les gens qui ont réussi, ils ont persévéré beaucoup plus que les autres. Et surtout, ils n'ont surtout pas lâché quand c'était un peu dur, quand c'était un petit peu le creux de la vague, une fois qu'on a passé l'excitation de se lancer et que bah, on se retrouve un peu là dans le dur et qu'il faut aller chercher les clients. Et bah, c'est les personnes qui se sont dit, OK, en fait, ouais, c'est difficile, mais je sais que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure. Et ça, ce côté persévérance, tu vois, j'aurais même pu le rajouter dans les qualités. Je pense que c'est important de surtout pas lâcher et de se donner le temps. Tu vois, moi, je m'étais donné 1 an pour me dire, OK, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que ça me plaît aussi? C'est bien de se dire, on peut très bien gagner sa vie, avoir plein de clients et juste pas kiffer l'aventure, quoi, et le mode de travail. Et donc, ce côté persévérance, je pense que c'est très, très important sur cette partie-là. Il y a aussi ce côté, les Américains, tu sais, ils parlent souvent il faut show up, show up, show up, show up. T'entends ça partout chez tous les gourous de dev perso, etc. Mais ils n'ont pas tort, quoi. Dire que il faut pas compter sur l'inspiration, il faut pas compter sur la motivation, il faut pas compter sur l'envie parce que, par exemple, la motivation, elle est toujours là quand vous en avez pas besoin. En revanche, quand vous avez besoin de motivation et d'un coup de boost, elle est jamais là. Elle se planque tranquillement dans votre cerveau en disant ouais, non, mais moi j'ai fait mon job, je t'ai motivé à te lancer, maintenant tu te débrouilles. Et donc, en fait, il faut réussir à se dire ok, tous les jours, que j'ai moins l'envie, que je sois moins motivé, que j'ai moins d'énergie, je me mets derrière mon ordinateur et j'avance. J'avance, je fais des tâches, je crois en mon plan. D'où le fait, par exemple, un des conseils que je donne souvent, c'est bah, préparez-vous un petit plan, une sorte de petite feuille de route stratégique sur moi, je fonctionne en plan 90 jours dans le livre. Et j'en parle souvent sur LinkedIn et ailleurs. Et donc de fonctionner en 90 jours et de se dire, OK, sur 90 jours, quels sont mes 2, 3 objectifs? Quels sont les projets, les actions que je peux mettre en place?
Et comme ça, tu vois, toutes les semaines, tu te poses moins de questions. Tu regardes les projets qui sont en cours, les tâches que tu dois faire, et en fait, tu avances sur ces tâches-là. Ça, je pense que c'est important. D'être toujours au rendez-vous et de se dire, quoi qu'il arrive, j'avance. J'ai un exemple de... Alors, c'est pas un freelance, mais je trouve que la comparaison est intéressante. Bernard Werber, qui est un super auteur, dit que lui, de 8h à midi, tous les jours sans exception, alors lui, il pousse le truc du lundi au dimanche, vacances ou pas vacances, il est derrière son ordinateur et il écrit. Parfois, il va écrire 1000 mots, parfois il va en écrire 3000, parfois il va en écrire 5000 parce qu'il est hyper inspiré. Mais tous les jours, sans exception, il est à son bureau. Et tu vois, la créativité, elle vient de cette routine et de cette discipline. Elle vient pas parce que j'ai l'inspiration et que je me suis baladé et j'ai eu un éclair de génie et je viens de pondre un roman génial. Et donc ça, c'est ce côté où le fait d'être au rendez-vous, d'être rigoureux avec les règles qu'on se fixe, etc., je pense que c'est extrêmement important quand on se lance. D'autant plus quand on se lance parce que c'est là où on doute le plus et c'est là où on a aussi le plus de temps mort potentiel. Et donc, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je mets en place maintenant? Quels sont le contrat que je me fixe avec moi-même? Quel est le plan d'attaque, le plan de bataille que je me fixe? Quels sont les objectifs? Comment est-ce que je vais réussir à parvenir aux objectifs? Comment est-ce que je peux me former? Comment est-ce que je peux rencontrer des nouvelles personnes? Tout ça, ça doit être vraiment écrit noir sur blanc, inscrit dans votre calendrier, avec des tâches les plus précises possibles chaque jour, quoi. Merci en tout cas pour tous ces conseils et toutes ces ressources. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter? Écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Si les personnes qui nous écoutent se posent des questions, eh bien, il y a Tribuindé et il y a plein de contenus gratuits qui fait déjà largement l'affaire pour comprendre un peu l'écosystème, comprendre un peu, se préparer même psychologiquement sur les sujets à aborder, etc. Il y a plein d'interviews, comme sur ton podcast, d'interviews sur le mien plutôt freelance. Il y a plein de contenus gratuits. Il y en a plein aussi dans l'écosystème. Il n'y a pas que Tribu1D qui existe, heureusement. Donc, je pense que la bonne conclusion, c'est si les personnes écoutent le podcast actuellement, c'est que de base, elles sont curieuses et qu'elles veulent apprendre et se préparer. Accentuer ça, lâchez jamais ça et continuez d'aller explorer des secteurs d'activité, des modes de travail qui vous intéressent pour vous documenter et pour comprendre un petit peu les règles du jeu, d'un nouveau jeu que vous ne connaissez pas forcément aujourd'hui. Super. Et je rappelle le titre de ton livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, paru chez Erol. Est-ce qu'il y a d'autres ressources, d'autres livres qui t'ont inspiré, aidé, guidé? Il y a un livre que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il est traduit en français, qui s'appelle The Deep, DIP, de Seth Godin, qui explique justement ce moment un peu charnière où l'excitation du projet, tu es super motivé au démarrage, et puis ensuite, c'est un peu la longue traversée du désert avant que le projet reprenne et que tu reprennes et que voilà, l'argent arrive, les projets arrivent, que tout se débloque. Et c'est un petit livre qui doit faire, je sais pas, peut-être 100, 120 pages, qui est vachement intéressant, qui prend plein d'exemples, d'histoires et qui en tire des concepts intéressants. Donc ça, c'est une bonne lecture, même si on ne parle pas très bien anglais, qui est vachement accessible. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Parce que, tu vois, la grande conclusion de ce livre-là, c'est de te dire, en fait, le monde du business récompense les personnes qui, encore une fois, persévèrent, qui tiennent bon et qui sont au rendez-vous. Et tout le livre, c'est de se dire, OK, comment est-ce que tu peux continuer de te motiver, comment est-ce que tu fais pour ne pas lâcher, etc. Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, ouais. Et peut-être un dernier livre. Moi, j'avais énormément aimé, pareil, c'est encore un livre en anglais, de Cal Newport, qui s'appelle So Good They Can't Ignore You, et qui est sur tout ce concept de comment est-ce que tu te rends indispensable. Ça marche aussi si vous êtes salarié dans une entreprise. Comment est-ce que tu fais pour te rendre indispensable au sein de l'entreprise, mais comment est-ce que demain tu fais pour te rendre indispensable au sein de tes clients? Comment est-ce que tu mets en avant tes compétences? Quelles sont les compétences que tu peux mettre en avant? Comment est-ce que tu les travailles? Comment est-ce que tu communiques dessus? Livre aussi super intéressant, plein d'études, de recherches, d'histoires qui sont vachement, qui ponctuent un peu le côté théorique du livre et vachement intéressant aussi. Top, je mettrai toutes les références dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Alexis. Et merci à toi, Clarence. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique
si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.